Le premier discours du chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tribune des Nations Unies, a brossé les priorités de son action politique et la place stratégique de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Angèle Makombo, ancienne fonctionnaire internationale des Nations Unies et leader politique, salue ces grands orales et en donne quelques lignes importantes. J'ai considéré cela comme le premier grand oral du chef de l'État devant la tribune des Nations Unies, et c'est toujours un moment très important quand c'est la première fois. Il a parlé de la réforme du Conseil de sécurité. Et cette question de la réforme du Conseil de sécurité date de plusieurs décennies. Quand j'étais aux Nations Unies, on en parlait déjà. Dire que c'est quand même scandaleux que l'Afrique, pour lequel les Nations Unies consacrent près de 70 ou 75% de son temps, de ses dossiers, cette Afrique n'a pas de siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a dit sa vision de réduire la pauvreté, sa vision de promouvoir l'éducation de base. Il a parlé de la place de la RDC comme poumon écologique de l'humanité. Et cette RDC qui a des immenses richesses, qui a une forêt immense, qui a des tourbières, etc., qui contribuent justement à la lutte du changement climatique, cette RDC ne récolte pas les dividendes de sa place. La présidente de la LIDEC attend voir des actions concrètes suivre la pensée exprimée par le chef de l'État. Je commencerai d'abord par dire que j'ai considéré cela comme le premier grand oral du chef de l'État devant la tribune des Nations Unies, et c'est toujours un moment très important quand c'est la première fois. Tous les regards sont sur l'ONU à ce moment, mais tous les regards surtout étaient sur lui. C'était le nouveau que tout le monde voulait voir de près, tout le monde voulait entendre. Et moi, en tant qu'ancienne fonctionnaire internationale aux Nations Unies, pendant plus de 20 ans, j'ai personnellement assisté à 23 assemblées générales, donc à 23 débats généraux des Nations Unies. Donc j'ai pu apprécier les prestations des différents chefs d'État. Et la première prestation est toujours importante. Je me souviens quand François Hollande a parlé, ou bien Macron, c'est toujours un moment très très important. Et la question que, en tant que citoyenne congolaise, je me posais, je me disais, bon, bien que nous connaissons les compétences, les capacités communicationnelles de notre président, je me disais, bon, est-ce que ça va aller? Est-ce qu'il va passer le test? Eh bien, je pense que sans exagérer, on peut dire qu'il l'a passé haut la main. Hein, on peut même dire avec grande distinction, parce que dans la façon de délivrer son discours, c'était vraiment très solide, il est très éloquent, mais c'était surtout le contenu où il a parlé de questions très très importantes, et d'entrée de jeu, il a parlé de la réforme du Conseil de sécurité. Et cette question de la réforme du Conseil de sécurité date de plusieurs décennies. Quand j'étais aux Nations Unies, on en parlait déjà. Dire que c'est quand même scandaleux que l'Afrique, pour lequel les Nations Unies consacrent près de 70 ou 75% de son temps, de ses dossiers, de ses rapports, l'Afrique qui joue un rôle central, l'Afrique aux immenses richesses, cette Afrique n'a pas de siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a 5 pays permanents. Les gagnants de la Seconde Guerre mondiale, que sont les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. Et l'Afrique n'est pas là. Et quand j'étais déjà aux Nations Unies, eh bien, les pays africains, on débattait de la question, disaient c'est vraiment inacceptable. Et plusieurs grands pays du continent disaient s'il y a siège,
Si nous gagnons cette bataille du siège permanent, eh bien ce siège doit revenir à mon pays. Et je cite notamment des pays comme le Nigeria, qui mettait aussi en avant le fait que c'est un ancien du système des Nations Unies, il fournit des troupes aux missions de maintien de la paix. Et il y avait l'Afrique du Sud. Et moi, en tout cas, aujourd'hui, je parle haut et fort pour dire l'Afrique du Sud doit oublier cette prétention à la candidature du siège unique, du siège permanent de l'Afrique, parce que l'Afrique du Sud, en tout cas les spectacles qu'elle nous donne, 2005, 2015 et aujourd'hui, eh bien c'est un pays où la xénophobie monte envers les Africains qui les ont soutenus pendant des années, etc. Donc moi je dis l'Afrique du Sud n'a pas à être considérée, voilà. Le Ghana, oui, l'Éthiopie, pourquoi pas, etc. La RDC, pourquoi pas, hein? La RDC, comme on dit en anglais, DRC is back. La RDC est de retour, hein? Et voilà. Donc, il a commencé par ça, mais également, il a parlé de sa vision. Il a dit sa vision de réduire la pauvreté, sa vision de promouvoir l'éducation de base gratuite, etc. Ça colle au thème actuel de la 74e session de l'Assemblée générale. Thème qui est renforçons nos efforts pour effectivement éradiquer la pauvreté, promouvoir l'éducation de base, faire des actions pour le changement climatique. Ça colle exactement aux priorités du chef de l'État et il en a profité pour parler de sa vision, de ce qui a déjà été fait, etc. Mais un moment très important de son discours, de son allocution, c'est quand il a parlé de la place de la RDC comme poumon écologique de l'humanité. Et cette RDC qui a des immenses richesses, qui a une forêt immense, qui a des tourbières, etc., qui contribuent justement à la lutte du changement climatique, cette RDC ne récolte pas les dividendes de sa place. Et il avait raison d'insister. Et en tout cas, moi, déjà quand j'étais aux Nations Unies, ce que l'on disait à demi-mot sur cette question, on disait, mais non, on ne va pas quand même donner à la RDC les dividendes, parce que de toutes les manières, elle souffre de mauvaise gouvernance. Si elle a ses ressources, elle va mal les gérer. C'était une excuse pas valable et elle est encore moins valable aujourd'hui où nous avons un changement de régime, un régime qui montre sa volonté effectivement d'aller vers une meilleure gouvernance, combattre la corruption, etc. Il a parlé du problème de l'emploi des jeunes. Bon, c'est bon, c'était beau à entendre, mais maintenant, quand il va revenir au pays, il faut que nous voyions des actions. Comment on fait pour augmenter l'emploi? Eh bien, on crée des richesses, on crée des activités. Notamment, on se dit, mais tiens, et ça, il l'a déjà dit, on est un pays à 65-75 rural, les gens vivent en milieu rural. Il faut, pendant des décennies, on n'a mis que l'accent sur les mines, il faut l'agriculture, mais pour l'agriculture, il faut former nos jeunes, leur donner le goût à l'agriculture, mais il faut également, parce que l'agriculture offre beaucoup d'emplois d'un seul coup, des emplois de masse, ce qui n'est pas le cas pour les mines. Les mines, effectivement, rapportent beaucoup d'argent d'un seul coup, si on gérait bien, mais les mines utilisent moins de monde, donnent moins d'emplois. Mais il faut également restructurer, créer, réformer nos centres de formation professionnelle pour que les jeunes, tous les jeunes n'aspirent pas, ne devraient pas aspirer à des études générales à l'université, des études de droit, d'économie, qui, quand on sort de là, on n'a pas forcément un travail. Donc, il faut vraiment ajuster et les études et la réalité sur le terrain du monde du travail. Donc, il faut cela. Il faut mettre l'accent, puisqu'on est un pays, on nous dit que 65-70% de notre population est jeune, à moins de 25 ans. Donc, il faut miser là-dessus. Il a beaucoup parlé aussi de
des questions sécuritaires, de la stabilité. Et ça, c'est important. On ne le dira jamais assez. Sans la paix, il ne peut pas avoir de développement. Quand il y a des bruits de bottes, des bruits de canons, les investisseurs s'enfuient, ils ne viennent pas. Donc, c'est vraiment une priorité que la paix revienne dans la région des Grands Lacs et en particulier dans notre pays, à l'est du pays. Et ça a été l'occasion pour lui aussi de rendre hommage aux Nations Unies et de dire que lui, bon, il est pour que l'ONU reste, la MONUSCO reste, contrairement à son prédécesseur qui s'était prononcé pour un départ de la MONUSCO. Et cette question, elle est sensible dans notre pays. Beaucoup de nos compatriotes ne veulent plus entendre parler de la MONUSCO. Je comprends les frustrations parce que sur le terrain, on se dit, mais tiens, parmi le mandat de la MONUSCO, il y a la protection de des populations civiles, mais on voit que quand on tire, ou quand on viole, etc., la MONUSCO, même si les casques bleus ne sont pas loin, ils ne viennent pas à la rescousse. Bon. Et moi, je dis toujours, ce n'est pas pour une raison pour laquelle on va demander le départ de l'ONU, de la MONUSCO. Moi, je dis que, et je l'ai toujours dit, que si la MONUSCO n'était pas dans notre pays, eh bien, la situation serait pire. Elle sert de facteur ou d'agent qui peut observer ce qui se passe et qui fait que nos dirigeants, nos pouvoirs publics font peut-être un peu attention. Et puis à travers ces rapports périodiques au Conseil de sécurité, ça permet de suivre la situation dans notre pays. Ensuite, ces rapports sur les droits de l'homme, etc., les petits projets qui peuvent faire d'impact rapide, ce n'est pas non plus à négliger. Mais au final, il ne faut pas pointer du doigt « Ah, c'est la faute de la MONUSCO, que les choses marchent mal », bien que, comme je dis, je comprends les frustrations et que certains agents de la MONUSCO, certains casques bleus, on les a attrapés la main dans le sac dans des opérations à la limite d'opérations frauduleuses. Mais c'est à nous, Congolais, et ça, je voudrais évoquer une conversation que j'avais eue avec la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Elle dit non, il ne faut pas juste, elle-même une ancienne du système des Nations Unies, elle dit il ne faut pas juste les accueillir et les laisser faire ce que... Voilà. C'est à nous, quand on accueille une mission comme ça, nous devons être vigilants. Qu'est-ce qu'ils font, etc. Autant eux, ils font des rapports périodiques, autant nous faisons des rapports périodiques. Hein? On fait des rapports... Voilà, on peut donner cette mission à la société civile et le gouvernement participe à la finalisation du rapport et on relève partout où ça ne va pas, partout où on a reproché les défaillances des Nations Unies. Par exemple, ça serait une façon de suivre de près, mais nous, on laisse faire et puis après on se plaint. Mais je voudrais conclure sur cette question en disant la paix et la sécurité, ça n'incombe pas, ce n'est pas les autres qui viendront sauver notre pays. La paix et la sécurité incombent et la responsabilité première des dirigeants d'un pays. Donc, une des priorités, on aurait moins d'instabilité à l'Est si on avait une armée solide. Et c'est là où je dis, il est temps de enfin mettre en œuvre la fameuse réforme du secteur de sécurité. On en parle depuis des années, mais cette coopération militaire, oui, les autres vont aider à la formation, à l'équipement, etc. Mais c'est à nous, Congolais, mais surtout au premier d'entre eux, qui est le commandant en chef des armées, de remonter le moral des troupes, de dire « je suis avec vous », etc. Et moi, en tout cas, voilà, et moi, ce que je vois, en tout cas, il le fait. Regardez comment il a été visiter les camps, comment il a compati à leurs mauvaises conditions de vie, comment il essaye d'améliorer un tant soit peu les camps, les écoles, des enfants des militaires, etc. Et en tout cas, on voit un souci pour lui d'améliorer les choses de ce côté-là. Mais nous, en tant que citoyens, comme je dis toujours, nous devons exercer notre droit de vigilance pour suivre de près ce que les pouvoirs publics doivent faire.
je suis optimiste et je reprendrai un mot prononcé par le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, qui a dit « Un vent d'espoir souffle dans ce pays ». Et effectivement, vous avez qu'à regarder vous-même. Est-ce qu'avant, on pouvait manifester devant les employés de la Poste sont dehors, manifestent, de la SONAS manifeste. Moi, j'ai vu de mes yeux vus, il y a, avant le changement de régime, eh bien, on a chargé les gens qui manifestaient devant la SONAS. On leur dégageait, vous n'avez pas à manifester, on leur envoyait des gaz lacrymogènes. Et quand le président Tshisekedi, Félix Tshisekedi dit je ne peux pas accepter, parce que lui-même, parce qu'il avait été opposant, il dit qu'aujourd'hui, à cause de ce qu'on dit, on vous met en prison, eh bien, nous voyons quand même un changement. Maintenant, ces cas que vous avez cités, Moukeba, etc., il ne faut pas non plus que nous, Congolais, on fasse des amalgames. Hein? Regardons aussi si ce n'est pas parce qu'on ne va plus poursuivre les gens pour leur opinion qu'il faut faire n'importe quoi. La loi, c'est la loi. Hein? Donc, apparemment, moi, ce que j'avais retenu, quand j'ai entendu l'histoire de Kofi Olomide, j'ai entendu dire que non, il n'a pas obtempéré aux convocations qu'il a reçues. Eh bien non, dans tout pays, on vous convoque, même si vous estimez, vous n'êtes pas coupable, vous allez. Il y a la présomption d'innocence. L'autorité me convoque, je vais m'y rendre, même accompagné de mon avocat, et l'entendre, répondre aux questions. Quant à Marc Moukeba, moi, je suis ahurie quand j'ai vu certaines vidéos de lui. Je l'avais vu à une conférence une fois, j'avais beaucoup apprécié ses analyses, etc. C'est un homme intelligent, mais quand il se livre à comment je dirais, des diffamations, des mensonges, de façon... Et je me dis, mais qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants? Que faire la politique, même vous êtes député provincial, c'est insulter? Parler de la vie privée des gens? Bon. Mais ce que je peux regretter en tant que juriste, je me dis, au Congo, je pense qu'on a trop... Il n'y a pas une mesure intermédiaire. Quelqu'un est en infraction ou on lui reproche quelque chose, on va le cueillir et on le met à Makala. Non, on devrait pouvoir, avant de le mettre à Makala, parce qu'à Makala, totale privation de liberté, etc., dans des conditions parfois difficiles, eh bien, la personne peut rester en résidence surveillée ou libre et on poursuit la procédure. Mais le changement qu'a apporté et qu'apporte Félix Antoine Tshisekedi ne veut pas dire violation de la loi, faire du n'importe quoi. J'ai vu aussi des scènes en Belgique. D'ailleurs, je dis citer son nom, c'est lui donner encore beaucoup plus de pouvoir. Vous voyez de qui je parle? Voilà. Non, non. Hein, violenter quelqu'un parce que vous soupçonnez qu'il est cash. On a vu des scènes d'une maman qu'on bousculait. Non, non, c'est inacceptable. D'un côté, vous blâmez, vous dites oui, il continue la violence, mais vous-même, vous êtes prêt à exercer la violence. Donc, il faut respecter la loi. Et c'est seulement en respectant la loi que nous allons contribuer à faire avancer ce pays.